Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle conférence qui va être organisée sur le sujet de la réglementation et également comment l'appliquer sur le terrain, puisque c'est ce qui intéresse les exploitants, leurs donneurs d'ordre, leurs clients. Donc, ce que l'on souhaite, c'est avoir une vision résolument pratique. Alors, je voudrais d'abord remercier tous ceux qui ont permis cette conférence. Yves Morier, donc, qui va intervenir, qui est retraité de la DGAC et qui est un fin connaisseur depuis des années de l'élaboration de cette nouvelle qui n'est plus vraiment nouvelle, réglementation européenne concernant le drone. Remercier également notre interlocuteur à la DESAC Océan Indien, Dominique Esperon, avec qui, grâce à l'implication également de Boris Schoen, délégué Océan Indien de la FPDC, nous avons des relations étroites depuis un certain nombre de mois, avec la volonté de travailler ensemble, et nous allons voir toute l'importance de ce travail collaboratif. Et enfin, remercier Jacqueline Desnos qui organise régulièrement ces conférences. Il y en a à peu près une par mois que vous pouvez regarder, que vous pouvez également regarder certaines après l'événement si vous n'avez pas pu y participer. Certaines conférences sont limitées aux adhérents, mais la plupart sont ouvertes à tous. Alors peut-être une rapide introduction sur le sujet, puisqu'on va parler prestations drone, terrain et comment la réglementation est venue s'adapter et permettre ces opérations aériennes avec des drones. Cette réglementation, elle date de 2019. Et aujourd'hui, on est donc, depuis 2019, donc depuis à peu près 5 ans, dans une première étape d'utilisation de cette réglementation qui s'impose à tous. Donc, pour les donneurs d'ordre qui sont dans la salle virtuelle aujourd'hui, sachez que les opérateurs, les pilotes, les exploitants qui vont travailler pour vous pour réaliser des prestations drone, euh, ont cette réglementation à prendre en compte, à respecter. Mais je dirais qu'également, après 5 ans, on se doit d'analyser euh, comment cette réglementation a pu s'appliquer sur le terrain. Les bonnes choses, peut-être les aspects un peu plus compliqués et compliqués pour les exploitants et puis pour rendre également les prestations souhaitées aux clients et aux donneurs d'ordre. Donc, dans cet esprit-là, il y a un travail, et donc cette conférence le montre, un travail commun entre les autorités de réglementation, nationales, locales, mais également européennes, puisque la réglementation aujourd'hui est européenne, de manière à permettre une analyse de ce qui a été fait, des difficultés éventuelles rencontrées sur le terrain. Donc, dans cet esprit-là, il y a un accord, on va dire une convention qui a été établie entre l'EASA et JEDA, qui est l'organisation de la filière du drone au niveau européen. Cette convention, qui a été signée au mois de juin 2024, son objectif est justement de permettre l'échange d'informations de l'EASA vers la filière et de la filière vers l'EASA. Donc l'EASA, je rappelle, Yves Morier va en reparler, qui est l'Agence européenne de la sécurité aérienne et donc qui est chargée de la mise en place opérationnelle de la réglementation en Europe. Donc cette convention permet un échange et donc permet ce qui est extrêmement important pour nous. Alors vous voyez que j'ai mis en fond le nom de JEDA puisque je suis moi-même vice-président de JEDA, donc de cette organisation européenne,
mais également président de la FPDC, donc la Fédération nationale française. Notre souhait est donc d'interagir et de faire remonter vers les autorités réglementaires les difficultés de terrain. Donc c'est ce qui a été fait à travers une enquête qui a été réalisée au mois de septembre auprès des opérateurs européens. Et donc les résultats de cette enquête sont en train d'être remontés vers l'EASA, puisque il y a un point d'étape qui a été souhaité par la Commission européenne de dire 5 ans après, où en sommes-nous au niveau de la réglementation, où en sommes-nous de son application sur le terrain, et en disant nous sommes prêts à modifier sur certains points la réglementation si nécessaire, à l'affiner, à l'adapter. Et donc c'est ce que s'apprête à faire l'EASA avec cette entre guillemets directive de la Commission européenne en 2025. Donc afin d'alimenter les travaux d'évolution de cette réglementation, la filière a collecté les remontées de terrain de manière à pouvoir les transmettre à l'EASA. Donc, un message ici aujourd'hui est de dire à, à tous les exploitants, s'il y en a qui sont présents aujourd'hui, à côté des donneurs d'ordre, c'est adhérer aux fédérations nationales, puisque ces fédérations, à travers l'organisation européenne, travaillent avec l'autorité réglementaire et adhérer à une organisation professionnelle du drone, c'est permettre l'expression des difficultés éventuelles et des besoins de terrain et des succès également, et, évidemment. Voilà. Donc le sujet, c'est travailler ensemble, mais je pense que cette conférence le prouve. Et donc, je vous souhaite une belle conférence. Et je vais donc passer la parole à Jacqueline ou à Yves Maurier. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci Philippe, bonne journée à toi aussi. Je vais passer la main à Yves. Alors pour ce qui est des questions, soit vous les posez dans le chat ou soit à un moment donné, Yves fera une petite halte pour répondre à vos questions. Et dans ce cas, je vous propose de lever la main pour que chacun puisse intervenir, chacun son tour. Yves, je vous laisse la main. Merci beaucoup, merci beaucoup Jacqueline, merci beaucoup Philippe pour cette excellente introduction. Bon, je suis retraité de la DGAC, mais aussi de l'EASA, et j'ai contribué en 2019 à l'élaboration de cette réglementation que je vais vous présenter rapidement. J'ai continué à me tenir au courant depuis 2019, puisque je suis maintenant en retraite. Et donc, j'espère également être bien à jour dans ce que je dis. Et je tiens à confirmer ce qu'a dit Philippe pour le travail en commun, l'importance du travail en commun et la nécessité de contribuer, d'essayer de simplifier cette réglementation qui avait été faite avec les informations que nous avions avant 2019. Donc, je vais vous présenter cette réglementation européenne. Voilà le plan de la présentation. Donc, comme on m'a demandé de faire une présentation relativement tout public, je fais donc quelques explications sur les drones. Pour démarrer, après les raisons pour lesquelles nous avons fait cette réglementation européenne, quelques points généraux intéressants sur cette réglementation, puis j'entrerai dans le vif du sujet, que sont les catégories d'exploitation. Un petit mot des espaces USpace, ça vient de se créer, c'est en cours de mise en place, donc je n'insisterai pas trop. Peut-être un peu plus sur l'échange d'informations, l'importance de l'échange d'informations et le hub que le ASA a mis en place. Promotion de la sécurité, un petit mot sur la recherche. Les développements futurs de cette réglementation, comme l'a dit Philippe, il y a une proposition qui devrait se préparer en 2025, j'y reviendrai. On a également proposé un cas pratique, peut-être pour illustrer cela, un cas pratique qui a été fait à La Réunion avec l'aide de la société Hélodrone et de Paul Terret, qui conclura donc, et on terminera par une discussion. Je proposerai qu'on
prennent les questions à la fin pour essayer de couvrir tout le sujet d'abord et ensuite de prendre les questions. Donc, aéronef sans équipage à bord, donc c'est tout aéronef exploité ou destiné à être exploité de manière autonome ou être piloté à distance sans pilote à bord. Donc, la réglementation a prévu le cas de piloter à distance, qui est le cas général, mais a aussi ouvert la porte à la possibilité de drones qui pourraient être autonomes. Un drone, on peut dire que c'est 4 éléments: l'aéronef, c'est-à-dire ce qui vole, la liaison avec la station de commande, qui peut être quelque chose d'extrêmement simple, la station de commande elle-même, et la charge utile. Euh, les drones, c'est quand même quelque chose d'extrêmement varié. On a des drones qui vont de quelques centimètres jusqu'à des envergures de 40 mètres pour les drones qui volent à très très haute altitude. Les masses sont également très variables. On passe de quelques grammes à environ 15 tonnes pour le plus lourd, le drone militaire Global Hawk. On a à peu près toutes les configurations possibles et imaginables: hélicoptère, multicoptère, voilure fixe, rotor ou aile basculante, et on a même des drones qui sont plus légers que l'air. Il y a à la fois des petits drones pour des inspections, mais aussi des grands drones pour les vols stratosphériques. Mode de propulsion également très varié: moteur à piston, on a des moteurs à réaction pour les drones plutôt militaires, pour des engins cibles en particulier. Les drones à moteur électrique, cas le plus général, ou hybride électrique. Et enfin, quelques-uns sont propulsés par hydrogène. Pilotage, comme je l'ai dit, peut se faire à distance, peut être automatique, autonome, ou on a aussi le cas des drones captifs qui peuvent être, par exemple, très utiles pour de la surveillance d'événements, ou aussi, après un désastre naturel, pour rétablir des communications téléphoniques, le drone devenant en fait un relais téléphone pendant qu'il vole en captif. Décollage et atterrissage peuvent être conventionnels, classiques, vertical, à partir d'une boîte, drone in the box, c'est-à-dire une boîte qui permet donc au drone de se poser, qui contient un dispositif de chargement et qui contient aussi parfois des éléments comme des mesures de température, du vent. Donc c'est une espèce on pourrait dire, de petit aérodrome dans une boîte. Enfin, on a des drones qui sont hydravions, qui peuvent atterrir et décoller sur l'eau. Peuvent aussi être lancés à la main ou à partir d'une rampe ou d'un aéronef en vol. Donc, très très varié, de nombreuses configurations, ce qui en fait l'intérêt. Et on peut aussi peut-être rappeler un petit peu d'histoire, ce qui est le slide que vous voyez là, qui est donc la première utilisation de drone connue. C'était en 1849, lors du siège de Venise par les Autrichiens. Des ballons libres, sans personne à bord, ont été utilisés pour larguer des bombes. Donc, une première utilisation militaire, qui a été le cas jusqu'en pratiquement 2010-2013. Essentiellement des véhicules de reconnaissance ou des engins cibles. Alors, il y a peut-être une photo sur laquelle je voulais attirer votre attention. La jeune femme qui tient une hélice est devenue extrêmement célèbre après. Là, elle était employée par une société qui fabriquait des drones, Radioplane. Et après, elle s'est appelée Marilyn Monroe et a fait une carrière cinématographique. Depuis, alors, l'utilisation essentiellement militaire, avec parfois, comment dirais-je, des drones civils, mais c'était le cas surtout au Japon, épandage agricole au Japon, en utilisant des drones hélicoptères, j'en ai mentionné un en bas de ce slide. Et depuis 2013, alors avec l'apparition des quadcoptères, les premiers travaux de Parrot et DJI, développement rapide des activités civiles, les premières réglementations apparaissant à cette époque-là, en particulier en France. Slide suivant, Jacqueline, s'il vous plaît. Donc, les utilisations, le drone, mis à part le cas des livraisons, et quelques cas très spécialisés, comme par exemple des drones qu'on pourrait utiliser pour laver des vitres ou pour cueillir des fruits, le drone, en gros, c'est un capteur volant. C'est une caméra volante, un micro, un enregistreur volant. C'est ses utilisations principales. Pourquoi les utilise-t-on? Selon des sondages qui ont été faits par une société allemande, Drone Industry Insight,
l'une des grandes raisons, ça améliore la sécurité et la qualité. Si on pense par exemple à des inspections de bâtiments, ben, ça évite que des gens soient obligés de monter, par exemple, le long de la façade et de ne le faire que si c'est vraiment nécessaire. Donc, amélioration de la sécurité et de la qualité. Qualité parce qu'on peut repasser les photos qui ont été prises par le drone, offre un gain de temps pour la mise en œuvre rapide, et réduisent les coûts par rapport, si on pense par exemple à une inspection de lignes électriques, bah, c'est nettement moins cher que l'utilisation par un hélicoptère ou un avion à voilure fixe. Les utilisations principales, bon, l'une des toutes premières utilisations, c'était les loisirs, ça continue de nos jours, mais les exploitations commerciales se sont développées et bah, les plus fréquentes, c'est tout ce qui concerne la cartographie et le cadastre, toujours selon cette étude faite par cette société allemande, les inspections en général de bâtiments, de ponts, photographie et cinéma, on verra le cas pratique que je vais présenter tout à l'heure, est un cas de reportage télévision, l'agriculture, et en fait les livraisons qui sont sans doute les choses les plus, enfin, pour lesquelles il y a dont on parle le plus, ne représentent pas forcément peut-être l'activité principale. Bon, après, on a sécurité privée ou publique, utilisation scientifique et les spectacles. N'oublions pas les spectacles que les drones peuvent faire, par exemple le remplacement de feux d'artifice par des drones. Alors pourquoi a-t-on fait une réglementation européenne? C'est-à-dire que depuis 2012, les États avaient tous réagi, la France en particulier, mais la Belgique, l'Italie, les pays nordiques. Pourquoi avait-on voulu faire une réglementation européenne? Tout d'abord pour compléter le cadre existant pour l'aviation pilotée, qui est ce règlement 2018, de 2018 sur lequel je reviendrai. Euh, on voulait aussi créer un marché unique, euh, éviter le fractionnement, c'est-à-dire éviter que, ma foi, comme les pays avaient différentes approches sur la façon de traiter les drones, certains étaient plus, comment dirais-je, favorables, d'autres l'étaient moins. Donc l'idée, c'était d'avoir au moins une réglementation unique qui fait, en principe, comment dirais-je, comme toute approbation européenne, ben, que les approbations, certificats, autorisations délivrées en accord avec cette réglementation européenne sont reconnus dans tous les États. Il y a un petit cas particulier pour l'exploitation transfrontière de drones où les États peuvent effectuer certaines vérifications concernant la géographie et le temps, le climat. L'idée, c'était aussi de favoriser un développement harmonieux et durable d'un nouvel écosystème, d'une nouvelle industrie qui génère des emplois et qui génère de la croissance. La vision 2030 présentée par la Commission, qui est un extrait se trouve dans sa stratégie drone 2.0, donc est assez optimiste. Elle imagine un système de drones qui fera une partie intégrante dans la vie des citoyens, de plus en plus d'utilisation et de cas d'utilisation. Le cadre réglementaire pour l'USpace, c'est-à-dire pour des espaces spécialisés pour les drones, aura été entièrement déployé en Europe. Une industrie qui fonctionne, et enfin, important, une synergie entre l'industrie civile et l'industrie de défense. On a de plus en plus de drones à usage double, civil et militaire en particulier, ou civil et d'État, et donc essayer d'utiliser ces synergies pour que le système fonctionne mieux. Donc, l'idée, c'était vraiment de créer une réglementation qui permettait, dans le fond, une circulation facile et la reconnaissance des approbations, certificats et autorisations. Alors, qui fait quoi en Europe? Il est peut-être nécessaire de préciser cela. Bon, la Commission européenne adopte le règlement contraignant, c'est-à-dire les réglementations qui s'appliquent à tous. C'est sur une proposition de l'ASA, dans notre jargon on appelle ça une opinion, et cette adoption se fait après consultation du Parlement ou du Conseil, ça dépend un peu du sujet dont on parle. Mais par exemple, dans le cas de la réglementation 947, pour les opérations de drones, ça a été fait après avis du Conseil des États membres, après un vote en fait des États membres. La Commission décide aussi des suites à donner aux résultats de la surveillance de la mise en œuvre des règlements par les États membres, pour s'assurer, si vous voulez, que
tout ceci est bien appliqué d'une manière identique, le plus identique possible dans les États membres. Alors, le ASA, l'agence européenne, basée à Cologne, bon, en général, a un rôle d'approbation des machines volantes et des organisations qui sont à l'extérieur de l'Europe. Alors, dans le cas des drones, on a deux cas particuliers. Les drones utilisés en catégorie ouverte et en scénario standard continuent d'être approuvés nationalement par un système qui était en fait qui est le même que celui qu'on utilise pour des matériels de consommation tout public, j'y reviendrai. Et puis, dans le cas des exploitants étrangers de drones, c'est l'État membre dans lequel ces exploitants étrangers font leur première exploitation qui les gérera. Donc, petite différence dans le cas des drones par rapport au cas général de conception des machines et d'organisation hors Union européenne, qui est pour le ASA. Le ASA adopte les règlements non contraignants, donc ce qui vient en support de la réglementation, par exemple du 947, toutes les moyens de conformité ou explications. Le ASA a une procédure ouverte et transparente, il y a des consultations. Et enfin, c'est elle qui organise la mise en œuvre des règlements par les États membres. Les États membres, quant à eux, délivrent tous les autres certificats, licences, approbations, autorisations aux entreprises et personnes sous leur juridiction et aux exploitants de drones qui seraient basés dans un pays qui n'est pas en Europe. Donc, plus généralement, mettent en œuvre la réglementation. Les organismes de normalisation, donc, qui produisent des standards industriels, développent et adoptent les normes industrielles qui viennent en support de la réglementation. Et finalement, et ce n'est pas le moindre, les associations nationales et européennes qui jouent un rôle important comme partenaires des autorités, en particulier dans les consultations réglementaires. D'où l'intérêt de participer dans des instances nationales ou européennes pour justement pouvoir passer les informations, en particulier maintenant, sur les difficultés de la mise en œuvre de cette réglementation. Donc, je me permets d'insister là un peu et de confirmer le message que Philippe nous a passé tout à l'heure. Alors, quels sont les principes de base de cette réglementation? Les principes de base de cette réglementation, c'est en fait une approche basée sur les risques par l'exploitation de drones. Je viendrai aux généralités dans une minute. C'est une approche qui tient compte du fait qu'il n'y a personne à bord d'un drone, du moins pour l'instant. Donc le risque ne dépend que de la région survolée et de l'espace aérien. C'est-à-dire qu'on pourrait, en caricaturant, dire que, comment dirais-je, un drone de très grande taille qui serait exploité au milieu de l'océan, le fameux point Nemo, là, qui est le point le plus éloigné de toute Terre. Si ce crash-là, c'est un gros problème peut-être d'environnement, c'est un gros problème aussi de financier, mais d'un point de vue sécurité, c'en est peut-être pas tellement un. Donc l'idée, c'était basé donc sur les exploitations et sur les risques créés par cette exploitation, et essentiellement regarder ce que sont les risques au tiers, qu'ils soient en vol et au sol. On a essayé d'avoir une approche qui est proportionnelle, donc qui se rend bien compte qu'il y a des risques différents, en particulier en fonction de la taille des drones, en fonction de l'utilisation dans la campagne ou au-dessus des villes. Et puis, on a essayé d'être par objectif, c'est-à-dire d'expliquer ce qui doit être fait, mais pas comment le faire, ceci pour éviter que, comment dirais-je, pour tenir compte du fait que les drones évoluent, la technique drone évolue de manière rapide. Ma foi, il fallait quand même un petit peu tempérer cette idée de par objectif. Il faut aussi respecter la sécurité juridique, c'est-à-dire s'assurer que les textes sont suffisamment clairs pour être appliqués de manière à peu près identique partout. Donc, à nouveau, définir ce qui doit être fait, mais pas comment le faire. On a créé 3 catégories pour l'exploitation. Alors, ces catégories viennent de discussions dans une organisation internationale qui s'appelle JARUS, qui recouvre aujourd'hui 70 pays, dans lesquels le ASA participe, mais aussi l'autorité américaine, l'autorité française, l'autorité britannique, beaucoup d'autorités, les Chinois, les Australiens, les Néo-Zélandais, des autorités africaines, et qui avaient donc défini un concept en disant
on voit bien qu'il y a pour des très petites machines qui seraient utilisées, par exemple au-dessus de la campagne, il y a un risque faible. Donc là, on voit qu'on a peut-être essayé de faire quelque chose de relativement simple. Bon, maintenant, quand on parle de très grandes machines qui seraient exploitées au-dessus des villes, le risque là est comparable à celui des aéronefs pilotés. Là aussi, on voit à peu près comment faire. Mais il reste toute une, comment dirais-je, une gamme d'opérations, d'exploitation, entre ces deux cas un peu extrêmes. Et c'est ce qu'on a appelé la catégorie spécifique. On dit, bon, bah, il y a un risque qui est plus élevé que la catégorie ouverte. Et ce risque, on a essayé de le traiter par comment dirais, ce type d'exploitation, par une analyse de risque. J'y reviendrai un peu plus dans le détail. Donc, on a créé ces trois catégories pour essayer donc d'approcher toutes les différences que l'on pouvait avoir. Un point important, ça s'applique à tous les drones civils dans l'espace aérien communautaire. C'est-à-dire que, pour conséquence, toutes les utilisations dites d'État, c'est-à-dire pompiers, gendarmerie, douane, police ou drones militaires, restent sous réglementation nationale, sauf décision de l'État. Et utilisation dans des lieux clos, par exemple dans des entrepôts ou dans des mines, tout simplement parce que là, ce n'est pas dans l'espace aérien communautaire et la gestion du risque est faite par d'autres réglementations, par exemple réglementation sécurité dans les bâtiments. Alors, comment dirais-je, on a aussi toute une série de textes généraux qui mettent en place cette réglementation, à commencer par le règlement de base 1139, règles communes pour la sécurité aérienne, et puis qui est donc complémenté par le règlement 945, approbation technique des drones et règles applicables aux exploitants étrangers, le règlement 947 pour l'exploitation des drones, une série de 3 règlements applicables aux espaces aériens pour la gestion du trafic des drones, qu'on appellera USpace, et plus récemment adopté et publié en mai de cette année, un certain nombre de choses sur la certification du type des drones, exigences pour les autorités compétentes pour la certification, les exigences d'entretien pour les drones exploités en catégorie spécifique lorsqu'on a un niveau de risque élevé, je reviendrai sur cette notion tout à l'heure, et les exigences pour les autorités compétentes pour l'entretien. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail pour tout ce qui est certification de type des drones ou exploitation à catégorie spécifique au risque, puisque ce type d'exploitation est encore assez peu courant. Alors, généralité, donc, première généralité, donc, alors la règle d'application, la règle de mise en œuvre, bon, on a adopté cette réglementation européenne comment dirais-je, en 2019, elle est devenue complètement applicable à partir du 1er janvier 2024. Elle contient une règle du grand-père pour certains drones qui étaient en service avant le 31 décembre 2023 et qui peuvent continuer de fonctionner sans rentrer par exemple dans la nécessité d'avoir un marquage de classe, et la possibilité d'utiliser les standards scénarios jusqu'au 1er janvier 2026. Alors, il faut dire que cette période de 2019 à 2024 devait aussi être utilisée pour transformer les approbations nationales existantes et les approbations pour les pilotes, donc de façon à faire une transition la plus souple possible entre l'adoption des règles 2019 et le 1er janvier 2024. L'âge des pilotes de drones a été prévu à 16 ans, mais on a d'assez nombreuses flexibilités pour les États membres et puis aussi pour les mineurs et l'utilisation par, comment dirais-je, des mineurs qui peuvent utiliser un drone avec un mentor, sur la responsabilité de quelqu'un d'autre. L'enregistrement est un point important, c'est donc pour tous les drones certifiés et pour les exploitants. L'idée avait été de mettre les exploitants de drones de plus de 250 grammes, tous ceux en catégorie spécifique et tous les exploitants de drones certifiés. Donc, le principe de base, c'était les exploitants et seuls les drones certifiés doivent être enregistrés. Je tenais un peu à expliquer ce point. Les aéromodèles ont été considérés comme des drones, ceci pour éviter qu'il y ait peut-être des abus et qu'on essaie de classer des drones en aéromodèles et donc un petit peu tourner une réglementation spécifique sur les drones.
Une approche particulière a été mise en place pour tenir compte de l'expérience positive qu'il y en avait sur les aéromodèles. Et puis une flexibilité pour les États, donc qui est possible en matière de sûreté, d'environnement et de vie privée, pas en matière de safety au sens pas d'accident, mais en matière de sûreté, d'environnement et de vie privée. Et la possibilité pour les États membres de mettre en place des zones géographiques dans lesquelles on peut soit interdire l'utilisation de drones, soit limiter leur emploi, ou au contraire faciliter l'exploitation des drones. Alors les trois catégories, donc ouvertes, spécifiques et certifiées, j'ai essayé de les expliquer là. Donc catégorie ouverte, l'idée, le risque est faible. Il n'y a pas d'autorisation nécessaire si l'on respecte, si vous voulez, les limitations qui ont été données, donc hauteur de vol 120 mètres, rester en vue du pilote, masse maximale du drone de moins de 25 kg, que les pilotes ont été formés en accord avec cette réglementation, que les UAS ou les drones ont obtenu le marquage de classe ou alors étaient en service avant 2023. Et à l'intérieur de cette catégorie, on a créé 3 sous-catégories: vol au-dessus des personnes isolées, vol près des personnes, vol loin des personnes. Catégorie spécifique, comme je l'ai expliqué, donc c'est un risque un peu plus élevé. Le principe général, c'est une autorisation par l'autorité nationale basée sur une analyse de risque faite par l'exploitant en utilisant une méthodologie qui s'appelle le SORA, j'y reviendrai. Mais il y a d'autres possibilités: le scénario standard, l'analyse de risque prédéfinie et l'approbation d'organisations qui peut avoir des privilèges, par exemple, de démarrer une exploitation sans avoir à demander une autorisation. Par contre, ça veut dire quand même que l'exploitant en question a obtenu une approbation d'organisation. Catégorie certifiée, elle est en cours de développement, les 2 autres étaient relativement complètement développés. Donc risque comparable à celui de l'aviation pilotée, gestion des risques par un certificat pour l'exploitant, des licences pour les pilotes, et un certificat de type pour les UAS. Donc là, on rentre dans quelque chose de très comparable à ce qui était classique pour l'aviation pilotée. Alors, un petit mot du règlement 945. Donc, il met en place le cadre juridique pour l'approbation, la position des marquages de classe. Donc, chaque État membre doit mettre une autorité de surveillance du marché, une autorité de notification qui approuvera des organismes d'évaluation de la conformité. Donc, il y a mettre en place tout un système de procédures pour approuver les classes de drones. Il contient des exigences techniques pour ces fameuses classes, de C0 à C6 aujourd'hui. Et le point important, c'est que les exigences qui sont mises en place par ce règlement sont soutenues par des normes approuvées par les organismes de normalisation européens, le CEN, le CNELEC et ETSI, et l'avantage de ces normes, c'est qu'elles fournissent une présomption de conformité. Contient aussi un article important sur des critères généraux qui définissent quand les drones doivent être certifiés et l'obligation pour les drones exploités en catégorie spécifique en dessous de 120 mètres d'avoir un système d'identification directe. Et c'est aussi le règlement qui définit les règles applicables aux exploitants étrangers, donc non Union européenne, qui dit 1947 est applicable, sauf que certains documents peuvent être reconnus après accord de la Commission. J'ai un peu simplifié, mais c'est l'idée. Alors, les 3 sous-catégories, donc je les ai présentées là. Donc, il y en a une, catégorie A1, qu'on pourrait qualifier comme étant le vol au-dessus de personnes isolées sans survol d'un rassemblement de personnes est possible. Ceci doit être fait avec des drones de masse relativement limitée, comme vous le voyez, je les ai listés là. Les conditions de formation, je les ai aussi décrites, et l'enregistrement, dans ce cas, n'est nécessaire que pour les drones de la classe C1, les exploitants de drones de la classe C1. Sous-catégorie A2 permet les vols près du public, les machines sont un peu plus lourdes, jusqu'à 4 kg. Formation et examen théorique comme en catégorie A1, une formation pratique déclarée par le pilote, donc ce qu'il doit faire est précisé par la réglementation, mais c'est lui qui déclare avoir fait cette formation pratique, et un examen complémentaire en ligne, et bien évidemment l'exploitation sous catégorie A2 doit être, l'exploitant doit être enregistré. Sous catégorie A3, c'est vol loin du public, on a fixé plus de 150 mètres. Bon, là, c'est tous les drones
qui font tous moins de 25 kilos. J'ai listé les classes qui sont mentionnées là. On peut aussi utiliser des drones de construction privée et ceux qui étaient utilisés avant 2023. La formation est la même que celle pour A1 et les exploitants doivent s'enregistrer. Donc, 3 grandes sous-catégories, on l'a mise en place pour apporter un peu plus de flexibilité et parce qu'on se rendait compte aussi que même la catégorie ouverte, allant jusqu'à 25 kilos, c'était quand même tout un monde et donc on avait essayé d'avoir là aussi quelque chose de bien adapté et de bien proportionné. Alors, c'est les classes. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail des classes. J'ai essayé de dire où est-ce qu'on trouvait le règlement applicable dans le règlement 945. Qu'est-ce que ça contient? Des exigences très générales sur les performances, qualité de vol, sur la structure, sur certains systèmes qui dépendent de la classe, et une obligation pour le constructeur de fournir des instructions techniques et une notice d'information dans le cas de toutes les classes. Alors, j'ai donc listé là aussi, rappeler les masses. Dans certains cas, on fixe aussi des dimensions maximales. Et puis, certaines, comment dirais-je, exigences particulières comme l'identification directe, qui a été mise en place pour des raisons de sûreté, la géovigilance, donc alerte le pilote s'il doit entrer dans un lieu ou une région ou une zone où il ne devrait pas être, quelques exigences sur le bruit, alors soit de le déclarer, soit de respecter un niveau maximum, c'est le niveau maximum, c'est uniquement en C1 et C2 parce qu'ils sont proches du public. L'obligation de propulsion électrique, ça c'est un peu pour des raisons d'environnement, un peu comme le bruit, et le numéro de série unique qui est une obligation pour chaque drone qui marche avec en fait le système d'identification directe qui est nécessaire pour que le système d'identification directe fonctionne. On avait créé ces classes. C0 à C4, c'est pour la catégorie ouverte, C5 et C6, ce sont pour des scénarios standards. Un point, alors pour la catégorie spécifique, donc je l'ai expliqué, le principe général, c'est l'approbation par l'autorité en utilisant une méthodologie qui s'appelle le SORA, Specific Operation Risk Assessment, qui est effectivement relativement complexe. Le SORA s'applique sur un concept d'opération, c'est-à-dire sur ce que vous avez l'intention de faire. Elle est qualitative dans sa version 2.0, un peu plus quantitative dans sa version 2.5, puisque là, on a essayé d'être un peu plus précis en ce qui concernait le survol des personnes, et elle est systématique et holistique, c'est-à-dire prend en compte du risque au sol, le risque aérien et le risque d'un drone qui s'en va, donc le confinement du drone. La méthodologie, donc l'application de cette méthodologie définit un niveau de risque, qui s'appelle le CEL, pour Specific Assurance and Integrity. C'est donc un niveau de risque donc, qui tient compte du risque au sol, du risque air et, comment dirais-je, du fait que le drone reste dans un certain domaine et est listé de 1 à 6. Et en plus de cela, donc la méthodologie SORA propose un portefeuille de mesures de mitigation, donc des choses qu'on met en place pour limiter le risque. Il y a d'autres possibilités, qui est le premier, qui est comment dirais-je, le PDRA, qui est donc de faire une analyse de risque par avance pour une exploitation bien définie, à risque faible, et donc qui permet d'obtenir une autorisation plus facile. Une déclaration est aussi possible en cas du standard scénario, ils sont prescriptifs. Et enfin, le certificat allégé d'exploitant, le LUC, qui est donc une organisation, un agrément d'organisation, donc qui oblige à mettre en place une certaine organisation et qui permet d'avoir des privilèges que l'on peut mettre en place de manière progressive, mais qui permettrait, au bout du bout, de démarrer des exploitations sans autorisation. Donc, c'est un système peut-être effectivement un peu compliqué qu'on a mis en place pour couvrir aussi toute une grande gamme d'exploitations et qui certainement en ce moment mérite d'être revu, expliqué, discuté. Alors, bon, ça c'était un résumé un petit peu sur 3 domaines en catégorie spécifique en fonction du risque de la catégorie spécifique. Risque faible, bon, ben, en ce qui concerne le drone, l'exploitant et la formation des pilotes, c'est relativement simple.
Lorsqu'on commence à rentrer dans le risque moyen, ça devient un peu plus compliqué. Et en particulier, il y a certainement une marche, si je puis dire, entre le risque, le niveau de risque 3, c'est le 3, et le risque 4. Risque 4, puisque là, il faut une validation de la conception du drone par le ASA et un certificat pour l'exploitant. Donc, là, c'est un point important. Il y a donc une marche entre 3 et 4. Jusqu'à 3, on pourrait dire, c'est relativement simple. À partir de 4, ça devient plus compliqué. Et lorsqu'on rentre dans les niveaux de risque de type 5 et 6, à ce moment-là, le drone doit être certifié, l'exploitant doit avoir une approbation et la formation doit être faite par une école de formation. Alors, catégorie certifiée, donc je vais être très rapide. Pour l'instant, c'est en cours de développement. On a défini quand même 3 types d'exploitation entrant en catégorie certifiée. On dit que le jour où des drones, il y aurait des passagers à bord, ça doit être certifié, ce qui semble relativement raisonnable. On a aussi dit que si au bout d'une analyse de risque effectuée en catégorie spécifique, on se rend compte que ce n'est pas suffisant, alors à ce moment-là, on peut avoir un classement en catégorie certifiée. Et les principes généraux sont ceux que j'ai déjà décrits. Alors, espace aérien dit USpace. Alors en français, c'est aussi USpace. Ça a été inventé par, comme il y a YouTube, je crois que ça avait été inventé par la Commission. Euh, Réflexion lancée en 2017, prévoyant une mise en œuvre progressive. L'idée, c'est de permettre l'activité drone à grande échelle, c'est-à-dire dans ces espaces aériens, on pourrait imaginer plusieurs exploitants, activité intense. Donc, on ne parle pas là d'un vol le matin, un vol l'après-midi, par exemple. Ils sont créés par les États membres après une analyse de risque en matière de sécurité, de sûreté, de confidentialité et d'environnement, après coordination avec les entités locales, et pas seulement les autorités locales, mais aussi des NGO, par exemple. Ça prévoit de mettre un service d'information en commun, qui est un petit peu la base de tout le système. Toutes les informations sont dans ce système qui permet à ce moment-là le fonctionnement de l'espace USpace. 4 services obligatoires, identification, géovigilance, autorisation de vol et information, service d'information en vol en quelque sorte. 2 services optionnels, météorologie et contrôle de la conformité. Les fournisseurs de services USpace, qu'on appelle USSP dans le jargon, fournisseurs du service d'information en commun devront être certifiés. Alors, il y a 2 concepts importants, mais je pense que là, je n'y reviendrai pas. Et les prix et les coûts ne sont abordés qu'en termes généraux, parce qu'il y a une obligation pour les fournisseurs de services de développer un business plan, un plan de mise en œuvre, ou, d'avoir un certain capital. Donc, c'est un peu indirect. Alors, quelques systèmes d'information qui ont été mis en place par, on pourrait dire, le ASA, Eurocontrol, un certain nombre d'agences européennes ou assimilées, un réseau commun de parties prenantes de l'USpace. Je ne rentrerai pas trop en détail puisque l'USpace est en début de mise en œuvre. Le hub de mobilité innovante de l'EASA, qui est à mon avis intéressant, qui a terminé sa phase pilote en 2024, qui démarre maintenant donc une entrée un peu plus opérationnelle, avec en particulier, par exemple, une sorte de e-SORA qui permettrait d'automatiser, autant que faire se peut, dans des cas relativement précis, la mise en œuvre de la méthodologie SORA. Donc peut-être quelque chose qui mérite d'être vu. Je vous ai fourni le link et il y a des possibilités de s'inscrire, donc d'accéder à un peu plus d'informations. La promotion de la sécurité, bon, ça c'est un complément essentiel au règlement de sécurité, c'est forme de vidéos, d'affiches, etc. Et il y a aussi toute une série de travaux de recherche que j'ai cités là, en particulier dans le domaine de l'USpace ou l'utilisation de satellites pour faciliter la précision et aussi l'authentification des informations fournies par les satellites pour éviter les problèmes dont vous avez peut-être entendu parler de brouillage ou c'est des systèmes qui permettent de tromper en fait l'information fournie par les systèmes GPS. Donc, peut-être point important, donc une proposition réglementaire préparée par la profession, avec la profession. Donc l'ASA ne va pas travailler seule, elle a l'intention de travailler avec la profession, comme elle le fait toujours, mais je pense que là, encore plus particulièrement, pour tenir compte en fait de l'expérience, puisque
Dans les conclusions d'un forum de l'EASA qui s'est tenu en octobre 2024, dans lequel Philippe participait, il est très clair que les gens ont demandé une simplification de cette réglementation. Donc, je pense, si vous voulez, que cette proposition réglementaire qui va sortir en 2025 prendra en compte l'expérience et demandera de la simplification. On peut penser à différentes idées, j'en ai listé quelques-unes là, mais je crois que le mot-clé que j'ai entendu, moi, et que je pense beaucoup ont entendu, était simplification. Et je pense que ça a été aussi le message transmis par les différentes organisations. Donc, le message que je me permets de transmettre aussi en ce moment, c'est de dire, écoutez, contactez FPDC, contactez d'autres organisations, mais passez cela de façon à ce que cette NPA, une proposition réglementaire, contienne toutes les informations nécessaires. Bon, il y aura des travaux sur le SORA, en particulier l'adoption de la nouvelle version par le ASA en 2025. Et puis, bon, quelques autres idées. Mais je crois que le plus important là, c'est cette proposition réglementaire. Bon, alors j'avais prévu un cas particulier, un cas pratique de mise en œuvre, qui était en fait le départ du Grand RAID et l'utilisation donc du standard scénario spécifique européen, le STS 01. Je dois toutes les informations à la courtoisie de Paul Terrette d'Hilodrome, que je remercie pour sa gentillesse et sa coopération. Donc, qui m'a donné en fait les déclarations qui avaient été faites à la DESAC, et j'ai donc établi les éléments qui sont indiqués là-dedans à partir de ces déclarations. Il a choisi le standard scénario européen parce que ce standard scénario ne fixe pas de distance maximale entre pilote et drone, à la différence du standard français, puisqu'il dit simplement en vue du pilote. Donc, ce qui permet, donc, dans une condition de bonne visibilité, d'aller sans doute au-delà des 100 mètres français. L'utilisation d'un drone dans ce cas, c'est une cas C5. Et j'ai voulu lister là un peu un certain nombre d'équipements qui étaient intéressants, particuliers à système d'interruption de vol, parce que vous verrez que les points de départ et d'arrivée sont quand même bien en agglomération. Donc, système d'interruption de vol, au cas où le drone s'en irait, avec un parachute pour limiter l'impact. Un système qui vérifie la liaison entre le drone et le pilote avec une alarme, donc qui permet de savoir si, par exemple, cette liaison commence à baisser et qu'il serait peut-être nécessaire de se poser avant que le drone ne s'en aille. Important parce que l'une des endroits est en CTR, donc en zone d'aérodrome. Une alarme sur le bas niveau batterie, justement pour éviter que le drone ne s'arrête. Donc, quelques trucs qui limitent en fait le risque au sol et aussi le risque air. Donc, le slide suivant, c'était les zones de départ et d'arrivée, donc la zone contrôlée, c'est un des points importants de ce standard scénario, donc il ne doit pas y avoir de public, qui était marqué en rouge, et les zones d'évolution du drone. Et la deuxième, la zone d'arrivée, là, il y avait, comment dirais-je, certaines conditions particulières pour tenir compte de ce que cette zone se situe en zone d'aérodrome. Et voilà, ça c'est mon dernier slide. Questions et commentaires sont les bienvenus. Bon, j'ai donc essayé quand même de tenir en une demi-heure à peu près, un peu plus, et de laisser de la place à des questions. Merci de votre attention et excusez-moi si c'était un petit peu haché par moment. Si je peux me permettre, Jacqueline, j'ai vu au moins 2 questions à lesquelles je voudrais essayer de répondre. La toute dernière, tout ça a une complexité, il n'est vraiment pas simple de trouver les bonnes informations, je suis assez d'accord. J'avais vu une qui était sur la catégorie spécifique n'est pas une catégorie pensée uniquement pour les exploitants LUC, non, absolument pas. Le LUC était plus vu pour une facilitation, qui était pour des exploitants qui souhaiteraient se développer. On leur demande un petit peu de faire un investissement dans leur formation. En contrepartie, ils peuvent démarrer en fonction des privilèges qu'ils obtiennent de manière plus simple, éventuellement sans autorisation, mais la catégorie spécifique n'a pas été faite pour des exploitants limités au LUC. Catégorie spécifique, comme je l'avais dit, c'est vrai qu'elle est complexe, était un petit peu, j'essaie d'expliquer, c'est une catégorie intermédiaire entre des choses relativement simples, qui étaient la catégorie ouverte, très compliquées, comme l'exploitation de grands drones au-dessus de villes, pour lesquels on se disait, bon, catégorie ouverte, on peut dire, pas besoin d'autorisation, on joue sur des limitations, sur une certaine formation et la qualité du drone.
Et en particulier, on avait pas mal insisté sur la qualité du drone, peut-être plus que sur la qualité de la formation, au moins les exigences de formation. Et catégorie bon, spécifique se situe entre les deux. Et là, on s'est dit, mais ok, ça va couvrir toute une série d'exploitations extrêmement diverses. Comment faire? On ne peut pas faire une réglementation pour les inspections de bâtiments, pour les inspections de ponts, une réglementation pour l'agricole, une réglementation. Donc, on s'est dit que l'approche sans doute la plus générale, c'est de dire, bah, votre exploitation, elle a un certain risque qui dépend essentiellement, tant qu'il n'y a personne à bord, de la zone survolée, de l'espace aérien et du risque que le drone puisse échapper au contrôle de son pilote. Et à partir de là, on a pensé qu'un système d'analyse de risque était sans doute la méthode la plus adaptée. Donc, on a défini une, une méthode d'analyse de risque. Bon, je reconnais, elle est complexe, hein, certainement, c'est pas forcément une méthode simple. On le savait dès le départ et on a voulu essayer un petit peu comment dirais-je, de simplifier à ce moment-là. Alors, la première idée, ça avait été un standard scénario. Le standard scénario, on s'est dit, bon, c'est prescriptif, mais il suffit d'une déclaration. La difficulté qu'on a eue, c'est que dans un système européen, et je pense à peu près tout système national, si vous faites une déclaration, il faut mettre le standard scénario en règlement pour être sûr que tout le monde l'applique de la même manière. C'est ce que nous ont dit les juristes. Donc, le standard scénario est entré dans le règlement, ce qui fait qu'il n'est pas facile de le rajouter, mais l'une des idées, c'était la simplification. Alors, on s'est dit, mais par contre, rien ne nous interdit de créer des moyens de conformité, c'était l'idée des PDRA, et d'en créer un certain nombre. Eux, ça peut être adopté par le ASA. On a essayé de les développer au travers d'une organisation internationale qui s'appelle JARUS, donc pour avoir un petit peu beaucoup de domaines et de points de vue. Et plus facile d'adoption, mais qui demande quand même une autorisation. Donc, c'est vrai que ceci est un peu compliqué. Je comprends assez bien d'essayer de simplifier. Je pense que mes collègues EASA, moi je ne peux plus faire grand-chose maintenant, hein, je donne un avis, mais ce n'est jamais que le mien. Mais je pense que mes collègues de l'EASA ont aussi reçu cette information et ont démontré lors du dernier forum une volonté d'améliorer. Donc voilà l'idée générale qui était derrière la catégorie spécifique. Je sais pas, je peux essayer de regarder si on a encore un peu de temps. Allez-y. On a encore un petit peu de temps, oui. Alors, il y a beaucoup de commentaires hein, sur le fait que, du coup, cette nouvelle réglementation, et même si on était, on va dire, autorisé à utiliser en S1, S2, S3 et avec le matériel, on avait par exemple des parachutes ou des coupes-circuits pour le S2, S3, on se retrouve avec l'obligation, du coup, de changer de parachute ou de coupe-circuit avec la nouvelle réglementation, donc ce qui fait un coût supplémentaire pour les télépilotes et les exploitants. Et bah, c'est quand même un coût assez important à prendre en compte pour certains exploitants et qui risque un petit peu de justement comment dire, de freiner l'exploitation et je dirais pas de faire couler, mais en tout cas de faire arrêter certains exploitants au vu du prix. Alors, je pense que j'ai assez résumé hein, ce qui était D'accord. principalement Alors, ressorti. peut-être un élément de réponse. Rappelez-vous quand même qu'on peut continuer à exploiter en particulier en catégorie ouverte avec des drones qui n'ont pas eu les marquages de classe. C'était l'idée des drones qui ont été mis sur le marché avant le 31 décembre 2023 peuvent continuer à fonctionner. Il faut regarder la réglementation pour avoir le détail, mais ça existe aussi. Alors bon, le standard les drones C5, on leur demande effectivement un système un système d'interruption du vol avec un parachute, ce qui peut entraîner un coup. Je suis bien d'accord avec vous. On avait essayé de mettre en place on a quand même laissé 5 ans pour la mise en œuvre de cette réglementation, donc on espérait que ça permettrait de se préparer un peu mieux. Mais bon, s'il faut améliorer, je suis sûr que mes collègues amélioreront. Alors, il y a un point que je suis tombé dessus, auquel j'aimerais essayer de répondre rapidement.
Avec la réglementation européenne, vous pouvez confirmer qu'il n'est possible de voler en agglomération qu'en catégorie spécifique. Alors, à mon opinion, la réponse est non. On peut aussi voler en catégorie ouverte avec, ça risquerait sans doute d'être de la sous-catégorie A1. Donc on peut voler en catégorie ouverte dans une agglomération. Alors ça dépend beaucoup. Une agglomération, c'est extrêmement varié. Il y a beaucoup de choses dans une agglomération. On peut avoir des choses extrêmement denses, des choses un peu moins denses. La définition classique d'une agglomération, c'est ce qui est entre le panneau où vous entrez à Trifouilly-les-Oies, vous sortez de Trifouilly-les-Oies. Il se peut qu'il y ait dans une agglomération, ce qui est défini comme une agglomération, des endroits où on peut respecter les limitations de la catégorie ouverte et donc fonctionner, par exemple, en sous-catégorie A1 ou peut-être même A2. Bon, il n'est pas possible de donner une réponse, je dirais, générique, enfin, de poser une réponse plus précise, mais pour moi, il est possible de, si l'on respecte la catégorie, des exigences de la catégorie ouverte, de fonctionner comment dirais-je, en catégorie ouverte, en exploitation, en agglomération. Ça, c'est la vision, on va dire, européenne, hein. En France, pour l'instant, on ne peut, alors je ne sais pas, Boris, tu peux peut-être confirmer, mais pour l'instant, hein, en France, on ne peut pas voler en ouverte, en agglomération, enfin dans le domaine public. Si Boris ne répond pas, je peux essayer de répondre. Oui, Alors, si j'ai bien compris, la France a interdit, c'est exact, a interdit le vol en agglomération catégorie ouverte. Ceci en utilisant une réglementation espace et en s'appuyant sur des notions de sécurité publique. Alors, effectivement, c'est tout à fait possible. Comme je l'ai dit, les États membres ont une flexibilité pour des raisons de sécurité publique. Hein. Il y a des niveaux de risque terroriste qui peuvent être différents d'un pays à un autre, ça on ne nie pas. La France a choisi de mettre dans une réglementation espace aérien, pour des raisons de sécurité publique, l'interdiction de catégories ouvertes en agglomération. Mais dans le système européen, je pense que, enfin, pour moi, à mon opinion, c'est possible. Bien sûr, il y a, je dirais, agglomération et agglomération. Plein centre-ville, j'en doute un peu, mais dans les limites d'agglomération ou dans des endroits qui sont dits en agglomération pour des raisons, je dirais, administratives, ça doit être possible. merci Yves. Alors, est-ce que quelqu'un veut poser une question en direct qu'on n'aurait pas vu dans le chat? Je ne vois pas de main qui se lève. On a dépassé un petit peu l'heure, hein, il est 9h34. Donc moi, je vous propose de clôturer. Et voilà, vous pouvez quand même nous envoyer les questions si on n'a pas pu répondre et on essaiera de vous les répondre, d'y répondre par mail. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous invite à suivre sur les questions un petit peu plus formation, le webinaire du 16 à 18h. Et puis, bah, enfin, en tout cas, je remercie Yves, Dominique et Boris pour l'aide sur ce webinaire et je vais vous souhaiter à tous une bonne journée et à une prochaine fois. Merci beaucoup, Jacqueline, pour avoir organisé cette session, et à la FPDC, bien sûr. Si je peux avoir les questions du chat, j'essaierai de répondre dans la mesure du possible à celles que je peux pour, comment dirais-je, répondre aux gens qui ont posé des questions. Et n'oubliez pas de renseigner le sondage si vous avez quelques minutes, voilà, pour qu'on puisse améliorer les prochains webinaires et puis répondre à toutes les questions qui peuvent se poser sur le sujet. Bah, merci à tous et bonne journée. Au revoir. Merci, Jacqueline. Bonne journée. Bonne Au journée à revoir. tous.